Bonjour à vous, aujourd'hui on va parler des leviers de sous-garde, des carabines à levier de sous-garde et donc leur intérêt qu'on pourrait avoir en survivalisme. C'est une arme qu'on voit pas forcément souvent. Donc je suis aujourd'hui avec Val, bonjour. Salut, salut Viv. Donc toi tu as fait le choix de ne pas avoir de calibre 12, mais tu as donc adopté une carabine de ce type dans ta batterie d'armes. J'ai choisi donc une carabine et non un fusil 12 qui n'est pas adapté pour moi en tant que tireur sportif parce que je suis pas chasseur ni balle trappeur. Ouais. Je sais pas si ça se dit. Ouais, donc tu fais que du tir. Donc je suis que tireur, voilà. Donc moi je fais du tir à 50-100 mètres. Ouais. Donc du coup pour moi l'avantage c'était soit de la 22, du plus gros calibre ou type 44 qui est... Ouais, donc en gros, oui, il te fallait un calibre qui soit suffisant pour pratiquer le tir sportif à 50-100 mètres. Voilà, tout à fait. Ouais. Quelque chose que peut pas faire le calibre 12. C'est une réflexion qui est intéressante parce que souvent on va adopter des armes en fonction de, dans l'idéal, survivalistiquement parlant, en pensant à ce qu'elles vont nous apporter si besoin, mais sans pour autant penser à leur utilité tous les jours dans nos disciplines sportives et pour nos loisirs. Donc du coup, c'est quoi l'avantage de ce type de carabine? C'est vrai que déjà l'avantage c'est que ça reste classé en catégorie C. Et tu as un magasin tubulaire, donc j'ai quand même 10 cartouches plus une si je veux la chambrer. Donc 11 coups. Donc 11 coups. Donc ce qui est le maximum légal en catégorie C. Voilà, tout à fait. Voilà, on exploite au maximum la législation actuelle avec une arme de ce type. Et au niveau de l'action, donc c'est un système à répétition, donc comme un système à pompe ou un système à verrou. Mais donc là, tu es sur un levier de sous-garde. Et qu'est-ce que ça apporte au tir, ce type de rechargement-là? Je dirais que c'est quand même relativement rapide. Ça reste vraiment entre le verrou et le pompe à mon avis. Ouais, au niveau de la vitesse. Voilà, au niveau de la vitesse ça va être plus rapide que le verrou, mais quand même un petit peu moins rapide qu'un système à pompe où les deux mains travaillent. Tout à fait. Ouais, c'est un compromis. C'est un petit compromis qui est relativement sympa. Il y a quand même l'inconvénient du système à levier de sous-garde, comme on a sur les systèmes à pompe, c'est que c'est compliqué de recharger quand on est couché, par exemple. Alors que le système à verrou a été prévu à la base pour les armées, parce qu'il permettait de tirer allongé, de tirer couché. Donc après c'est vrai que ça reste de la levier de sous-garde, donc les pièces mécaniques au niveau du boîtier c'est vachement de petites pièces. Un entretien vachement plus intense que du 12 ou des pompes ou des verrous. Tu veux dire par rapport à un pompe ou un verrou, on a un système qui est quand même un petit peu plus complexe, donc ça va demander plus d'entretien. Voilà, c'est ça, tout à fait. Puis pour démonter ça, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est encore un inconvénient. Donc heureusement, il y a quand même pas mal d'avantages sur ces carabines là. Donc tu as dit déjà la capacité, parce qu'on est sur la capacité c'est déjà pas mal, 10 plus 1. Donc 11 coups. Si on compare avec beaucoup de systèmes à verrou, souvent on est dans les 4-5 coups. Il n'y a pas beaucoup de systèmes à pompe qui atteignent les 10 coups. Souvent les fusils à pompe sont entre 5 et 8 coups, on va dire. C'est vrai que ce qui est bien de noter, c'est que on a une sécurité en plus, c'est qu'on a un chien extérieur. Donc il y a un demi-écran armé, donc on peut se trimballer avec une cartouche de chambrée sans pour autant être prêt à faire feu et mettre la vie d'autrui en danger éventuellement. Oui, c'est un avantage, c'est pour ça que j'aime bien aussi, moi vous savez, les armes à chien extérieur. C'est assez sécurisant parce qu'on peut armer le chien vraiment au dernier moment avant de faire feu, tout en ayant l'arme complètement approvisionnée. Donc effectivement c'est un système qui est un petit peu plus complexe que les verrous ou les pompes, mais pour autant ça reste un système à répétition. Ça reste quand même plus fiable qu'un système semi-auto. Voilà, c'est ça, tout à fait. Les culasses qui sont semi-auto ou que ce soit n'importe quoi, toute l'énergie est redistribuée du coup pour réarmer la culasse. Donc, ah oui, donc effectivement sur le système à répétition on a plus de puissance. Voilà, il y a des petites pertes de puissance que quand on a une culasse fermée ou un boîtier qui est fermé, on développe plus de puissance au niveau de la munition. Donc là du coup on est sur quel modèle de carabine? Donc là c'est une Rossi Puma 44 Magnum, made in Brésil. Au niveau de la construction on a quand même un système, malgré qu'il soit bon marché, reste assez rustique et solide. Donc on a une construction tout acier, des grosses pièces vraiment rustiques, donc on a un système assez durable. C'est le cas avec quasiment toutes les carabines à levier de sous-garde. Il y en a des plus luxueuses et des plus onéreuses, mais celle-ci reste une bonne base pour nos travaux. Donc en l'occurrence, la Rossi Puma, c'est une réplique de la Winchester 1894. Du coup, c'est une carabine à levier de sous-garde qui est prévue pour un calibre intermédiaire. On n'est pas parmi les plus gros calibres pour carabine à levier de sous-garde. Et en même temps, c'est une plateforme qui reste assez compacte et légère.
Il y en a des plus lourdes et des plus longues. 30-30. En plus gros, on a aussi de bien commun le 45-70 gouvernement. Pop vite. Goft. Donc il y a un beaucoup plus gros calibre qui était plus prévu pour la chasse et pour l'armée américaine à une époque. Mais il existe aussi en 22, bien entendu. Oui, il y a aussi des plus petites. Plus petits calibres. Et donc du coup les leviers de sauvegarde en 22 sont un petit peu pénalisés parce qu'on perd le chargement par le boîtier. On a le chargement par... En magasin tubulaire là du coup. Là, en bout de magasin, ouais, on est obligé d'enlever une tige et bretelles, de l'approvisionner par l'avant, ce qui est un petit peu moins pratique. Mm. Donc toi tu as fait le choix du 44 Magnum pour ta carabine. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur ce calibre là? Bah déjà voilà, le prix des munitions c'est quand même 50 centimes l'unité. Donc c'est pas si onéreux Donc que ça. c'est pas si cher que ça. Pour un calibre de grande chasse, oui on est dans les prix du 222 à peu près. Ça. Ouais, donc environ dans les 25 euros la boîte de ouais. 50. Mhm. Balistiquement, qu'est-ce que tu penses de ce calibre là? Il est lourd et puissant de base. Donc Ouais. on a une bonne balistique terminale. Ouais, comme c'est des grosses ogives. Quand ça tape, je veux dire, direct ça se déforme puisque c'est des ogives en plomb. Donc là c'est des ogives de 240 grains, donc des projectiles de 15 grammes, 6. Ça a quand même du poids, ça a quand même de la puissance. C'est ça, tout à fait. Mais donc à l'inverse, c'était peut-être un petit peu pénalisé sur la portée. On peut quand même taper des bonnes distances, 100 mètres à mon avis c'est déjà bien faisable. Moi puisque je tire au stand déjà avec du 100 mètres, ça représente à peu près ceci. Voilà, 100 mètres. Ouais. Ouais, donc à 100 mètres, tu arrives un peu à ces résultats-là, hein, tu es toujours dans cette moyenne-là, ça tient le noir sans problème. Donc et du coup sans toucher au réglage. Voilà, tout à fait. Donc tu as quand même un tir assez tendu sous 100 mètres. Bien sûr. Et comme c'est une hausse métallique, bon, une fois que c'est réglé, ça ne bouge plus. Donc la balistique, quand même assez lourde. Mais à mon avis, on peut quand même on peut taper loin. Donc tu dirais toi jusqu'à 100, 150 mètres avec 150 précision. mètres peut-être jusqu'à peut-être éventuellement du 200 mètres. Mais à mon avis, après le 44 retombe assez facilement puisqu'elle est lourde quand même comme ogive. Ouais, on voit bien. Donc retombe vachement vite quand même. À sa forme, voilà, c'est assez évident qu'on n'aura pas la même portée et précision de calibre avec une forme plus bouteille, avec des ogives plus légères, comme par exemple du 308 ou du 762 Mosin. Pour avoir une petite idée de la puissance que peut développer cette munition là, on a fait 2 tests. Donc tout d'abord un test sur une matière inerte, sur du bois. Donc pour avoir une idée de la puissance du 44 Magnum dans un canon comme ça de 50, donc sur une bûche de 20 cm de résineux, le trou d'entrée ici et le trou de sortie ici. Elle a fini dans la terre un petit peu plus loin, par là. J'ai creusé, on a pu la récupérer. Et donc voilà l'ogive. Donc c'est surtout la partie plomb demi-blindée qui s'est déformée, puis la partie chemisée est restée. Donc on est quand même sur des grosses ogives, hein. On est sur du 10 mm 90. Ouais, donc là on voit bien la trajectoire de la balle. Et elle a dû commencer à se champignonner par ici. On voit que ça commence à être plus large à partir de la moitié, pour ensuite ressortir et faire un trou plus gros. Donc on a quand même une bonne pénétration, mais la balle se champignonne quand même assez rapidement, elle se retourne assez rapidement, ce qui fait qu'on a quand même un pouvoir d'arrêt assez impressionnant. Là on l'a ressiégé sur l'étui, parce que la base ne s'est pas déformée, la partie chemisée, mais toute la partie plomb c'est quand même bien déformé dans la matière. Donc on a une munition qui peut servir à la chasse avec des ogives à tête creuse, sur quand même du gros gibier, hein. On va dire du chevreuil jusqu'au sanglier, cerf. Aux États-Unis, ils s'en servent pour se défendre contre les ours noirs aussi, les petits ours. Les chasseurs connaîtront mieux les gibiers les plus adaptés à ce calibre-là. On a également fait un test pour voir le choc hydrostatique, donc sur une boîte de conserve périmée, bien sûr, qu'on vous met maintenant. Dans un trou là à mon avis. Donc ça donne pas mal, on a quand même pas mal de puissance. Vous avez vu vraiment
l'impact de cette munition là sur la matière, on a quand même un bon développement d'énergie. Donc en gros on a des ogives à tête plate, souvent demi-blindées, parfois tête creuse pour la chasse. Donc l'avantage c'est qu'on va donc avoir la partie chemisée, on va donc avoir la partie chemisée qui va prendre les rayures. Donc on va avoir pas mal de vitesse et en même temps ça va pas emplomber le canon. Et on va avoir la partie plomb plus souple qui va bien se développer, qui va bien travailler dans la matière. En gros on est sur du 15 grammes, donc quasiment la moitié du poids d'une slug, d'une balle de calibre 12. Donc on pourrait dire aussi que c'est un petit peu comme une demi-balle de calibre 12. C'est une demi-slug, tout à fait. Niveau aussi bien de la puissance que du recul, que des effets, que de la balistique. Tout à fait, voilà. Bah, ça reste à peu près pareil quand même. Ça c'est à peu Que près ce pareil. soit Ouais. à l'impact ou que ce soit au tir, ça reste la même chose. Voilà, on n'a pas Sauf que c'est en étui métallique. Voilà. On n'a pas forcément les mêmes vitesses. On va dire, ça va faire un peu le même travail que va faire une balle de calibre 12. Donc pour résumer, ça reste un calibre quand même extrêmement capable. Le 44 Magnum, il va être plus puissant que le 38 ou le 357. Les carabines souvent existent dans ces calibres-là, voilà, pour les plus petites carabines. Mais le problème du 38 et du 357, c'est que le calibre va être classé en catégorie B. Et en plus, il va être un petit peu moins puissant. Et donc maintenant, il est accessible en catégorie C6. Donc C6, vous êtes limité à un stock de 1000 munitions. D'accord, donc tu peux racheter plusieurs lots de 1000 men par an en fait. Donc on est limité par un stock de 1000, mais on n'a pas de restriction annuelle comme on pourrait avoir avec les munitions en catégorie B. Et donc l'avantage aussi du 44 Magnum, c'est qu'il va donc être moins cher et va avoir moins de recul que des calibres plus importants pour ces carabines-là, comme on disait le 30-30 ou le 45-70 ou d'autres calibres de cette envergure. Aussi à savoir que la carabine en elle-même est très légère, donc le recul est quand même important. Ouais. Est quand même important comparé à d'autres carabines. Des fois certains 12 qui sont bon, bah ça reste du 12 où le recul est vachement bien plus compensé que ça. Alors que là le 44, la carabine est quand même très légère. Ouais. Donc bon, un bon recul quand même dans l'épaule. C'est bien de mettre une petite chaussette à mon avis. Donc ça tape quand même pas mal. Tu penses peut-être d'ici quelques temps prévoir un sabot amortisseur, voilà, en caoutchouc à poser. Donc là je vois déjà que tu l'as déjà customisé, tu as rajouté un petit peu ce pad là. Bah, effectivement c'est plus confortable pour la joue et bon ça me permet d'avoir 10 munitions rangées en supplément. Sur la crosse quoi, en supplément. Bon. Si l'arme est complètement apprêtée, tu vas pouvoir avoir 21 cartouches de disponibles sur l'arme. Sur l'arme, voilà, c'est ça. En magasin et 11 en magasin et 10 sur la crosse. Donc quand même une bonne capacité de feu. Quand je rechargeais avec le levier de sous-garde, la tige qu'il y a en métallique ici, elle fait très très mal aux doigts à armer, donc j'ai un petit peu renforcé avec du cuir. Voilà. Ah oui, tu t'es fait une petite protection en cuir pour que ce soit plus souple, plus souple au rechargement et donc gagner en vitesse et en confort. Aussi, voilà. Alors cependant, toi tu as un petit problème avec cette carabine là. Avec celle-là précisément, donc qui est un modèle d'occasion qui a déjà quelques années. C'est donc toi tu as un souci, elle a tendance à éclater les étuis comme ça. Du coup ce qui t'empêche de recharger tes munitions, parce que tes étuis sont fragilisés. Qui casse pile poil à l'endroit où jusqu'où vient l'ogive en fait. Oui, à l'endroit où la balle est sortie. Quand je recharge, quand je retire mon étui, du coup quand j'éjecte, quand l'étui est tiré, généralement bah, il est tiré un peu vers le bas, comme c'est un levier de sous-garde. Du coup bah, l'étui il a tendance à se casser en deux. Donc souvent j'ai un bout d'étui qui reste dans la chambre. Donc c'est pas très très grave en soi parce que si j'ai une autre munition qui revient dans la chambre, tout de suite ça me bloque, la munition va pas jusqu'au bout. Oui, ça t'empêche de faire une double alimentation et donc de créer une suppression dans la chambre. Voilà, tout à fait. Le fait d'avoir un étui coincé comme ça, si un tireur parmi vous qui a ce type de carabine saurait d'où vient ce problème, il pourra nous contacter s'il est gentil et ça nous permettra donc d'essayer de régler ce problème là sur la carabine de Val. À mon avis ça vient peut-être de la chambre, qui a peut-être un petit défaut, une petite rainure dedans. Bon. Donc pour résumer, toi pour quel usage tu destinerais cette carabine là ou même ce type de carabine là à la chasse? À la chasse
moyen, gros gibier quand même je dirais, parce que les petits gibiers, à mon avis, il ne restera pas grand chose. Ouais, ça va être, donc pour la chasse, ça va être moins polyvalent que que des cartouches de 12 évidemment. Que du 12 ou d'autres calibres pour fusil à canon lisse. Par contre, il y a un avantage certain pour la défense. La défense du domicile ou la défense de propriété, tout à fait. Ouais. Là, bon, j'ai quand même une bonne balistique, que ce soit de près ou de loin, on aura le même dégât. Ouais, un tir tendu, quelle que soit la distance, que ce soit 10 mètres ou 100 mètres, sans problème. Voilà, il n'y a pas de souci, puisque la hausse là-dessus, bon... Tu as l'avantage de la capacité, et également l'avantage de la rapidité, parce que donc par rapport à un système basculant ou un système à verrou, là tu vas être presque aussi rapide qu'un système à pompe. Presque, évidemment, ouais. Donc là par exemple, j'ai éventuellement la possibilité de recharger assez rapidement. Tout en restant assez droit et assez précis. Donc tu peux envoyer plus de un coup à la seconde quand même. Test de tir rapide à courte distance. Honnêtement, ça fait le boulot. Il y a moyen de développer quand même une bonne cadence de tir avec ce type d'arme. Bon, on n'est pas sur du cowboy action shooting non plus, mais à mon avis, on peut, même en tant que tireur standard, je dirais, on peut quand même atteindre une bonne cadence. Donc s'il y a besoin d'envoyer un petit peu, il y a possibilité de doubler ou de tripler son coup rapidement sans trop de soucis. L'avantage d'un magasin tubulaire, donc c'est vrai que l'arme peut être chargée tout le temps, on n'a pas de risque de perdre son chargeur ou de perdre des munitions, puisque bon bah une fois qu'il est graillé, le magasin tubulaire, les munitions restent dedans. Et tu as aussi l'avantage de pouvoir recharger au fur et à mesure de ta consommation, comme sur un fusil à pompe. Voilà, donc éventuellement rechargement tactique. Mais après, il faut développer quelques compétences, à mon avis, un peu plus... Parce que c'est quand même un petit peu moins ergonomique que sur un fusil à pompe. C'est moins ergonomique, voilà. Ouais. C'est un système qui n'a pas été prévu pour le combat, hein, bien sûr, à la base. On peut dire que tu as là une arme civile, en catégorie C, qui paye pas de mine, qui fait pas peur, utilisable au tir de loisir. Mais donc dans le même temps, qui a quand même une bonne capacité d'action, si besoin, aussi bien pour mettre à manger sur la table ou pour défendre sa vie et sa famille et sa propriété. On est carrément dans l'esprit un peu Far West, cowboy quoi, c'est le cas de le dire. C'est ça. Une arme un petit peu à tout faire. Donc encore une fois peut-être un petit peu moins polyvalente que du calibre 12. Comme mon cher Vic aime bien. Voilà. Mais comme tu es juste tireur, pour toi au final c'est parfait pour l'utiliser au stand de tir avec plaisir, et on n'a pas une arme dans laquelle on a investi dans une idée survivaliste et qui au final reste au placard parce qu'on n'a pas l'opportunité de s'en servir dans ses activités de loisirs. Donc effectivement c'est une option qui peut être à considérer pour les personnes qui seraient un petit peu dans la même problématique que Val. De se dire, voilà, même si le 12 est le plus polyvalent et le plus commun, il y a quand même l'opportunité d'avoir une carabine à grande capacité, magasin tubulaire, système à balles extrêmement capable, et qui donc va jouer le rôle un petit peu des fusils slug. Et qui en plus sera sans doute plus précise que les fusils à pompe en catégorie C qu'on a actuellement, qui sont prévus que pour le tir à balles, et qui du coup perdent un petit peu de polyvalence. Et qui de toute façon, les balles de calibre 12 seront sans doute sûrement moins précises qu'un calibre de carabine prévu pour. Oui, tout à fait, parce que le 12 ça reste quand même un canon lisse à la base. Ouais. Que là, bon, c'est quand même canon rayé, ça emmène la munition, quoi. Ouais. En tout cas, Val, merci de nous avoir présenté l'une de tes armes, ça pourra sûrement donner des idées à pas mal de monde. Sans doute, j'espère. Bah, merci beaucoup. Et sur ce, bah, à la prochaine et bon tir à tous. Tchou tchou. Salut. Way down in West Virginia, there's some people who are one of a kind. They don't need